Donc, je vais commencer. Donc, on va être trois à prendre la parole. Moi-même, Piotr et Alban. Ce qu'on va faire, c'est qu'on a pas mal timé notre intervention, donc on va essayer de la dérouler dans son ensemble. Et ensuite, si vous avez des questions, on pourra échanger à ce moment-là. Bonjour Hélène. On allait commencer tout juste et je signalais que la session était enregistrée. Donc, tout le monde n'a pas le même niveau de connaissance de mes networks. Du coup, je vais commencer avec une rapide introduction de la boîte et pour rentrer ensuite plus dans le détail, dans le détail du contenu de l'atelier. Donc, MyNetwork, c'est une société qu'on a créée à 5, dont c'est une société à mission, dont la mission est de mobiliser les talents masculins pour accélérer les changements dans les entreprises. Et on développe un programme et on propose un programme de transformation qui mobilise les hommes dans la transformation de leur entreprise vers plus d'égalité et d'inclusion. Aujourd'hui, on travaille pour une petite trentaine de clients. Pour ces clients, on propose énormément d'éléments qui forment un ensemble, qui est ce qu'on appelle notre programme. Et on a plusieurs catégories d'offres. On a des formats de sensibilisation qui vont prendre soit la forme de témoignages, de masterclass ou de conférences. On a un atelier Fast and Curious qui reprend certains des éléments pédagogiques de notre atelier dans lequel on va rentrer beaucoup plus en détail, mais de façon très rapide. Donc, je ne peux pas le classer dans la catégorie de la formation, c'est vraiment de la sensibilisation. Tous ces éléments, généralement, quand on les propose en entreprise, ça débouche sur l'organisation d'ateliers de formation, donc qui est le sujet du jour. Atelier qui maintenant connaît sa suite, qui s'appelle l'Académie, pour les hommes qui ont envie d'aller plus loin, et ils sont assez nombreux. Et on a deux autres formats de formation, un qui s'appelle Mix and Match, qui est un format en mixité, on pourra y revenir, et un autre qui s'appelle GT2M, groupe de travail métier, mixité et métier, pareil, sur lequel on pourra revenir ultérieurement. L'ensemble de ces démarches de sensibilisation, de formation, peuvent être pilotées avec un système qui s'appelle le baromètre. C'est un sondage que nous adressons aux hommes et aux femmes d'une entreprise pour comprendre où en est le niveau de culture de la mixité et de l'égalité dans l'entreprise. Donc là, je balaye très rapidement pour vous donner une vue d'ensemble. Aujourd'hui, on va se focaliser sur l'atelier. Alors, dans cet ensemble-là, on a deux formats, et trois d'ailleurs avec le Fast and Curious, qui sont en non-mixité. C'est-à-dire qu'ils vont être organisés, animés par un formateur masculin auprès de participants masculins. Or, la plupart de nos clients sont des clientes, soit parce qu'elles travaillent au sein des services RH, des directions ressources humaines, soit au sein de services diversité et inclusion, qui, comme vous le savez, sont très majoritairement féminins. Et il en résulte une certaine frustration de nos clients de ne pas pouvoir participer aux ateliers qu'elles nous commandent. Donc, c'est pour ça qu'on a inventé ce webinaire à l'origine. C'était pour dire à nos clientes, bon, on ne peut pas vous inviter dans nos ateliers parce qu'il n'y a que des hommes, mais venez, on vous ouvre un peu le capot pour vous montrer ce qui s'y passe. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas la première fois qu'on fait ce webinaire et qu'on recommencera ultérieurement de façon à partager le contenu puis à solliciter vos avis. Alors, pourquoi la non-mixité? C'est une question qu'on nous pose souvent. On le fait pour deux raisons. Il y a la première raison qui est celle de l'efficacité pédagogique. C'est-à-dire que quand on aborde des sujets d'égalité, de sexisme ou de violence au travail, quand il y a une femme dans la salle, quand on aborde ce sujet avec des hommes, quand il y a une femme dans la salle, les hommes se comportent différemment. Soit ils vont être un peu en mode j'ai envie d'être le meilleur féministe et donc à protester, à essayer de faire connaître leur savoir au-delà du formateur ou de la formatrice. Soit ils vont être en mode défensif, en mode pas tous les hommes, oui mais pas moi je suis pas comme ça. On n'a pas ce phénomène
quand on se retrouve avec des hommes participants et un homme formateur, il y a une autre dynamique qui se met en place et on fait l'économie de ces comportements qui peuvent nuire à l'échange dès lors que ça se déroule en mixité. Donc ça, on l'a vraiment testé sur le terrain. Et ensuite, il y a la dimension symbolique, c'est-à-dire qu'avec l'offre Men at Work, on veut vraiment mettre les hommes au travail. Men at Work est la marque la plus littérale qui soit. On veut vraiment mettre les hommes au travail. On veut qu'à un moment donné, sur les sujets d'égalité et de mixité, eh bien, il y ait dans l'entreprise des hommes qui vont y consacrer du temps et passer du temps sur ce sujet entre hommes. Donc, c'est vraiment ces deux dimensions qui nous conduisent à proposer ces formations en non-mixité. Tout ce qu'on fait n'est pas en non-mixité. Il y a des formats en mixité, mais en revanche, on adresse toujours la logique du genre et même dans des formats en mixité, on va à certains moments utiliser la non-mixité comme un outil pédagogique. C'est-à-dire à un moment donné, adresser certains messages aux femmes, entre femmes, avec une formatrice. Ça peut être Marie-Lou, ça peut être Éléonore, ou adresser des messages aux femmes avec nos formateurs comme avec Piotr ou Alban. L'atelier dont on va parler aujourd'hui, donc c'est un atelier qui aujourd'hui se déroule en présentiel, qui dure 4 heures avec 8 participants et un formateur. Et on a dû le dérouler une bonne trentaine de fois jusqu'à présent. Donc un format pour le coup assez traditionnel. Sur ces 4 heures, il y a 2 grandes parties qui durent 2 heures chacune. La partie comprendre et la partie passer à l'action. Moi, je vais dérouler rapidement la partie comprendre. Et c'est Alban qui rentrera plus dans le détail de la partie 2, passer à l'action. Et ensuite, Piotr nous partagera son expérience, puisqu'il a suivi toutes les étapes. Il a commencé par être un participant et il est aujourd'hui formateur. Donc, il est vraiment, il a vraiment passé toutes les étapes et il nous partagera ce qu'il a vécu dans les différentes étapes du process. La partie 1, comprendre, elle a deux objectifs. Celui de les hommes ont je pense que vous le savez, n'ont pas une grande culture des enjeux d'égalité ou des inégalités. Donc, c'est important de les mettre à niveau là-dessus, de comprendre que le système est inégal et comment on y participe. Et ensuite, deuxième partie, c'est apprendre à repérer les attitudes et surtout les croyances qui entretiennent ce système. Vous allez voir, on y passe pas mal de temps. Donc, je ne vais pas vous dérouler l'intégralité des slides, c'est long, etc. Mais je vais essayer de vous le faire en accéléré en faisant quelques focus à certains moments. Un élément très important et en particulier, parce que la formation se déroule en non-mixité, qui est celui de poser un cadre. Donc, on y passe toujours du temps. Donc, le cadre va définir déjà la posture. On est ici pour écouter, surtout un formateur, s'écouter entre nous et respecter les temps de parole. C'est quelque chose avec lequel il faut toujours se battre quand on a des hommes autour de la table, vous le savez comme moi. Toujours un cadre de confidentialité, de non-jugement, ça c'est logique. Et aussi préciser, c'est important de le préciser avant, que nous, en tant que formateurs, on va être intransigeants à l'égard des propos sexistes. Intransigeant, ça ne veut pas dire jugeant, ça ne veut pas dire agressif, mais que quand un participant va émettre quelque chose que nous faisons rentrer dans la catégorie des propos sexistes, on va s'arrêter 2 secondes et on va s'en servir comme un outil pédagogique. On va dire, en fait, voilà, j'ai entendu que tu avais dit ça, ça s'inscrit dans tel cadre, etc. On en fait toujours un rebond pédagogique. Deuxièmement, sur les sources, on appuie tout notre travail sur tout est sourcé à travers un gros travail qu'on a fait de recherche sur des bases scientifiques. Le cadrage est français. On sait faire l'atelier en anglais grâce à Piotr qui est bilingue. Mais pour l'instant, les données qu'on partage sont sur le territoire français. On est en train de travailler à élargir ça à des données plus européennes, mais ce n'est pas encore complètement abouti. Et notre fond notre fond théorique s'appuie sur des lectures féministes, des travaux féministes et des travaux féministes intersectionnels. Même si dans l'atelier, on a choisi délibérément de n'adresser que les sujets du genre,
Notre culture à nous est intersectionnelle. On a fait ce choix d'aborder uniquement le sujet du genre par efficacité pédagogique pour éviter d'avoir à passer, c'est déjà assez complexe, et pour éviter d'avoir à passer des données plus complexes. L'intersectionnalité en tant que telle, c'est un élément qui va arriver en deuxième partie quand on va faire un atelier ce qu'on appelle l'académie, un atelier plus approfondi. Et ensuite, nous avons un comité scientifique composé de Sophie Truchot-Barré et de Léane Alestra, qui valide avec nous nos contenus et notre approche. Et ensuite, le sujet, c'est très important de déverminer le sujet. On va parler des violences, on va beaucoup parler des violences, vous allez le voir, et on va parler des violences masculines. Et on passe toujours du temps en début d'atelier pour dire c'est notre sujet, on n'ignore pas qu'il existe des violences masculines à l'égard des hommes. On n'oublie pas qu'il existe des violences féminines à l'égard des hommes, des violences féminines à l'égard des femmes, mais ce n'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est le sujet des violences masculines à l'égard des femmes. Pourquoi on a choisi ce sujet? Parce que c'est le sujet qui est largement majoritaire. Comme ça, et en le faisant de façon très nette et assertive dès le début, on n'a plus de remarques après. Donc voilà, ça pose le cadre, et c'est très important de poser un cadre de façon générale, et encore plus quand on est en non-mixité masculine. Et après, on rentre dans le vif du sujet. On va commencer par prendre un point de vue général toujours sur les violences, sur ce que subissent les femmes. Donc, les proportions de femmes qui subissent des agressions sexuelles, des violences physiques, des viols, pour en venir à leur faire prendre conscience que finalement toutes les femmes vivent sous la menace. Généralement, à ce moment-là, c'est assez facile de les interpeller sur des réflexes que vont avoir les femmes de leur entourage, leur épouse quand ils sont mariés, quand ils vivent en couple hétéro, ou leurs filles, comment elles vont choisir leur tenue pour aller à un entretien d'embauche, comment elles vont choisir leur tenue pour aller sortir tard le soir, etc. Donc, c'est assez facile de les faire rapprocher cette expérience d'expériences qu'ils ont connues chez des femmes proches d'eux. On leur fait aboutir, et on va comparer ces violences subies par les femmes par qui les commet, donc très majoritairement des hommes, pour en venir à la conclusion que la violence est majoritairement masculine. On n'a pas de contestation à ce niveau-là, déjà parce qu'on a posé le cadre en amont, et parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et on va ensuite décliner sur ce qui se passe au travail. Donc, les chiffres que vous voyez là, les 41, 30%, 23, 29, 17, c'est écrit un peu en petit, mais c'est en gros ce que subissent les femmes au travail en termes de remarques sexistes, de discrimination, de harcèlement, etc. Pour recadrer ça dans l'espace du travail. Et on va surtout finir sur cet élément très important sur lequel je vais passer un petit peu plus de temps. Pourquoi est-ce qu'on vient faire ce travail dans les entreprises? Pourquoi est-ce que l'entreprise est un lieu clé pour agir? Il l'est pour 4 raisons. C'est un endroit où on passe beaucoup de temps, où on crée un réseau, un tissu social. C'est un endroit où on gagne notre vie, on acquiert notre autonomie financière, l'accès au pouvoir. C'est un endroit où de nombreuses femmes victimes dans leur foyer trouvent refuge. Et beaucoup de femmes qui ont été victimes de violences dans leur foyer ou dans leur famille témoignent de ceci, que l'entreprise était un espace où elles pouvaient se reposer finalement. Et ensuite, et c'est le plus important, c'est que c'est un espace où on peut transformer la culture. C'est un espace où, en tant que dirigeant masculin, en tant que chef d'équipe, en tant que manager ou même en tant que collègue, je peux décider d'instaurer d'autres règles que celles qui ont lieu ailleurs. On va respecter la loi. Dans l'entreprise, on va respecter la loi et le code du travail. Et on peut décider d'instaurer des règles en plus. Et chaque homme, chaque dirigeant, chaque manager, chaque cadre, chaque collègue peut décider d'instaurer des règles en plus. Et on va y revenir à la fin, on va voir comme c'est important de signaler aux hommes qu'ils ont un espace, ils ont une opportunité dans laquelle ils peuvent exercer leur possibilité de transformer les choses, de transformer la culture, de transformer les comportements. C'est plus facile, c'est à la portée de chacun de transformer quelque chose autour de soi ou dans son entreprise, beaucoup plus que de les transformer dans la rue ou que de les transformer au Parlement, au Sénat ou dans les espaces de pouvoir. Là, c'est un espace dans lequel on a accès, dans lequel on peut opérer des transformations. Voilà. Ensuite, on va leur dresser un état des lieux
de la façon dont les hommes réagissent par rapport aux enjeux de sexisme ou d'égalité. En montrant plusieurs postures, les postures masculinistes qu'on connaît avec des exemples assez marquants, et d'un côté, donc on parle bien de polarisation, et des postures d'alliés, donc avec des hommes qui s'exposent, des hommes qui s'engagent dans la parentalité, qui choisissent de contrôler leur fertilité, parce que je leur pose toujours la question de savoir s'ils savent ce que c'est. Ça, en fait, ils savent pas. C'est un anneau testiculaire qui permet de contrôler sa fertilité. Et de se poser la question, qu'est-ce qui se passe entre les deux? Entre ces deux postures extrêmement polarisées, est-ce qu'il y a la possibilité d'être neutre? Et en fait, et ça c'est important, nous, notre conviction, c'est qu'on ne peut pas être neutre. C'est-à-dire que soit on est un défenseur actif de l'égalité entre hommes et femmes, et on ne peut pas être neutre, parce que quand on est neutre, on se retrouve finalement du côté de ceux qui défendent des positions réactionnaires. Et on les emmène avec nous dans notre stratégie. C'est pour ça que pour l'instant, je ne vous ai pas parlé de la stratégie de Men at Work. Quelle est la stratégie de Men at Work pour transformer la société? Parce qu'en fait, on va les emmener avec nous. On va leur expliquer cette stratégie pour les avoir avec nous. Et notre stratégie, c'est non pas d'aller convaincre des hommes masculinistes de ne plus l'être, mais c'est d'aller chercher ceux-là, là, ce qu'on appelle le ventre mou, ceux qui se trouvent dans une position non active, neutre, et d'aller d'en identifier certains et de les former et de les outiller pour qu'ils deviennent des alliés actifs. De façon à ce que dans un collectif quel qu'il soit, quand on augmente la proportion d'alliés actifs, on va arriver à faire taire les hommes qui prennent des positions misogynes et qui ont des comportements sexistes. Et c'est en ça qu'on explique ce qu'est un allié, pourquoi on cherche à former des alliés et ce qu'on cherche à obtenir en formant des alliés. On cherche à obtenir en formant des alliés à transformer le collectif. On ne va pas faire en sorte que tout le collectif devienne des hommes alliés, mais il leur suffit de quelques-uns et pas très nombreux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un homme allié? Comment on transforme un homme neutre en homme allié? Par la conscience, où est-ce qu'il est, qu'est-ce qui se passe autour de lui, la connaissance, les mécanismes qui sont à l'œuvre, des mécanismes qui ont été démontés, découverts, expliqués depuis des dizaines d'années par des scientifiques, des penseuses, des philosophes, des activistes féministes. Donc ça, c'est les deux éléments. Ensuite, il faut de la compétence. Il faut acquérir des compétences. C'est ce qu'ils sont en train de faire à ce moment-là. Et c'est ces trois éléments-là qui permettent ensuite de passer à l'action. C'est quand on a ces quatre éléments, la conscience, la connaissance, les compétences, et qu'on passe à l'action, qu'on devient un allié objectif. Et donc, c'est pour ça qu'on les emmène dans cet atelier. Donc, on essaye d'être vraiment très, très transparent sur la démarche dans laquelle on les embarque. À ce moment-là, on s'arrête et on leur demande s'ils ont appris quelque chose. Ça, c'est toujours très intéressant. Alors, ils ont toujours un peu les mêmes réponses, en fait. Hein. Ils vont nous dire, alors, s'ils savaient déjà tout, ils nous disent qu'ils n'ont rien appris. S'ils ne savaient rien, ils nous disent qu'ils ont tout appris. On n'a jamais personne qui nous répond 1, même s'ils le pensent, ils n'osent pas le dire. On n'a jamais personne qui nous dit 4, ça reste quand même des hommes. Mais ils se positionnent généralement sur 2 ou 3. Mais c'est intéressant, en fait, de recréer à ce moment-là, ça les oblige à revisiter tout ce qu'on leur a dit. Et surtout à se positionner les uns par rapport aux autres. Généralement, c'est un tour de table qu'on fait libre. C'est-à-dire qu'on va laisser le premier qui veut s'exprimer et généralement, c'est celui qui est le plus favorable et il a tendance à entraîner les autres. Et puis, ça donne à l'animateur des sujets importants. Il y a peut-être des éléments qui n'ont pas été compris, etc. Et on a le temps de revenir éventuellement sur certains sujets. Après, en fait, on leur fait prendre conscience que s'ils ont répondu 2 ou 3, ils n'ignoraient pas tout. Pour autant, ils n'étaient pas passés à l'action. On ne pouvait pas dire que c'était des hommes visibles dans leur engagement, même s'ils avaient accepté de participer à l'atelier, etc. Et on peut se poser la question, qu'est-ce qui nous empêche de passer à l'action? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus d'hommes orange dans l'organisation? Alors, il y a plein de raisons. Nous, on a pas mal travaillé dessus, etc.
Mais celle qu'on va utiliser pendant cet atelier, ce sont les croyances. Les croyances, on les appelle des mythes patriarcaux. Un mythe patriarcal, c'est une attitude ou une croyance qui sont généralement fausses, mais qui sont répandues, qui sont persistantes et qui permettent d'invisibiliser et de justifier la domination et les violences masculines. Et il y en a plein, mais on a essayé de simplifier très largement de façon à rendre ce contenu plus facile à passer. Sur 3 grandes catégories, le mythe de la justice, le mythe de la virilité et le mythe du monstre. Et tout l'enjeu dans lequel on va les embarquer là et auquel on va leur demander de participer, c'est d'arriver à comprendre ces mythes et de les dynamiter, de les détruire. Donc, on va rentrer rapidement dans qu'est-ce qu'on met derrière chacun de ces mythes et qu'est-ce qu'on leur raconte pour qu'ils arrivent à comprendre que c'est un mythe, que c'est une croyance appuyée sur des données fausses généralement. Le premier mythe, le mythe de la justice. Sur chaque mythe, on va énoncer des phrases qu'on entend partout et qui viennent soutenir ce mythe. Là, en l'occurrence, c'est le monde est plus juste que ça, c'est pire ailleurs. On a déjà fait beaucoup de progrès, les femmes sont en train de prendre le pouvoir, je laisse la justice faire son travail. Et là, généralement, quand on fait le tour de table là-dessus, on voit des têtes qui hochent, etc. Tout le monde a déjà entendu ou prononcé au moins une de ces phrases. Et là, on rentre un peu dans le détail sur ce que c'est que le mythe de la justice, qui s'appuie sur 2 éléments. La croyance en un monde juste, qui est un concept connu, qui est une croyance de personnes qui font partie des classes dominantes, qui est une idée sur laquelle le monde est juste, et qu'on obtient ce qu'on mérite, et que les bonnes actions sont récompensées. Et le deuxième mythe qui sous-tend le mythe de la justice, c'est qu'on y est arrivé, que l'égalité est là. Parce qu'en vrai, l'égalité, elle est dans la loi. À certains égards, elle est même dans la Constitution. Donc, c'est bon, le travail est fait. On sait que c'est pas le cas, sinon on serait pas là. Donc, ce sont ces 2 éléments constitutifs du mythe de la justice. Qu'est-ce que ça provoque chez les gens? Qu'est-ce que ça provoque comme réaction qui leur permettent de ne pas agir? Si c'est pas la peine que je me mobilise, la justice fait le travail. Et on peut aller un petit peu plus loin, c'est que les féministes en font un peu trop, elles font un peu trop de bruit. Et elles me provoquent un inconfort et j'aimerais bien qu'elles arrêtent. On n'a jamais de contestation de façon générale dans notre atelier et même pas là-dessus. Alors là, on va rentrer rapidement et là, notre levier pour expliquer que c'est un mythe, c'est le levier des violences. Et on va vraiment rentrer dans la logique systémique et polymorphique des violences. On va passer les unes après les autres différentes catégories de violences avec des exemples très concrets. On va assez vite, mais on essaie d'être exhaustif sur l'ensemble des systèmes. Donc, les violences sexuelles, mais aussi symboliques, mais aussi physiques, aussi économiques, psychologiques, institutionnelles. C'est intéressant parce que quand on utilise le mot violence vis-à-vis d'hommes, ils vont très facilement penser aux violences sexuelles et aux violences physiques, qui sont un peu, qui sont réelles, et c'est intéressant de leur élargir un peu leur point de vue là-dessus et de comprendre que le fait d'exposer en permanence des corps sexualisés dans la publicité, par exemple, c'est une violence. Et par exemple, ou que le fait que les violences sexuelles ne soient très rarement punies par la justice et que les plaintes ne soient pas suivies, c'est également une violence. Donc, on élargit leur perception de la violence et en même temps, on leur transmet des concepts importants. À chaque fois, il y a un chiffre, etc., pour leur faire comprendre que ce ne sont pas des cas de figure isolés. Donc la conclusion, c'est vraiment ça, c'est d'arriver à prendre conscience que les violences sont systémiques. Donc c'est important de faire comprendre ce concept de systémie et polymorphe, qu'elles prennent de nombreuses formes. On passe pas mal de temps là-dessus et on conclut sur une violence économique, mais c'est pour vraiment recentrer dans l'univers de l'entreprise, qui sont les chiffres du Standard & Poor's 500, donc 500 plus grosses boîtes du monde. Donc, quand on regarde la répartition homme-femme entre les employés, on est à 50%. Et puis, au fur et à mesure qu'on s'élève dans les étages de la hiérarchie, cette proportion diminue. Donc là, on arrive généralement, ça suscite pas mal de réactions et on arrive vraiment à leur faire comprendre à quel point ce système de violence polymorphe
peut conduire à ce type de discrimination. Quel est le lien entre les deux? Et cette slide fait toujours beaucoup réagir. Et donc, on arrive à la fin du mythe de la justice. On va répéter le mythe. Voici ce à quoi peut-être vous étiez en train de croire. Et maintenant, c'est un mythe qui, normalement, vous êtes en capacité de dynamiter, aussi bien pour vous que pour votre entourage. Ça, c'était pour le mythe numéro 1. Le mythe numéro 2, le mythe de la virilité. Donc, les mécanismes d'évitement, c'est les hommes ont des pulsions, des besoins, l'homme est violent par nature, c'est la loi de la jungle, la testostérone rend violent et dominant, hommes et femmes sont complémentaires. Ça, c'est des phrases que vous avez certainement déjà entendues. En tout cas, tous nos participants les ont au moins entendues et au moins prononcées une fois dans leur vie. Ça, c'est donc le mythe de la virilité qui se compose de deux mythes plus fondamentaux. Un, les gens pensent que la violence masculine est naturelle, que les hommes sont dominants par nature. Et deux, que la domination est un accomplissement et qu'un homme se valorise à travers des dominations symboliques ou réelles dans la vie. Qu'est-ce que ça conduit à penser? Ça conduit à penser que comme c'est naturel, on ne peut pas le changer. Et qu'on a besoin de compétition, que la compétition est saine et qu'elle fait partie de la vie. Donc là, on va grossièrement, pour résumer, on va vraiment arriver à faire comprendre à quel point l'identité masculine est construite, forgée socialement, et donc l'identité féminine aussi, mais on insiste sur l'identité masculine, à quel point elle est construite culturellement, socialement, à quel point elle est forgée par la société et par l'éducation. Ça vous paraît peut-être une évidence, ça n'est pas du tout. Pour la plupart des hommes à qui on s'adresse, aucun d'eux n'a lu Simone de Beauvoir. Et donc, on le fait à travers énormément d'exemples illustrés, vous le voyez là, à travers les images, les jouets, la publicité, les moments culturels, etc. Enfin, vous voyez, ça regorge d'exemples très, très visuels sur lesquels on va tenir un discours qui va dépendre un peu de chaque animateur sur la façon dont se construit l'image et l'identité masculine. Donc ça, c'est un point important. Donc à la fin de ce mythe-là, on va revenir sur le contenu du mythe et vraiment leur faire comprendre que la violence masculine est d'origine culturelle, qu'elle est construite et que c'est l'éducation qui prédispose les hommes à la violence. Et que la société encourage les hommes à être violents. Là, c'est intéressant parce que c'est un propos, on n'a rien inventé, hein. Mais il est de nature légèrement déculpabilisante quand même. Donc, ça nous permet quand même d'aller assez loin pour évoquer le sujet sans que les gars autour de la table se sentent personnellement mis en cause. Et on sait que si se sentaient personnellement mis en cause, ce serait assez contre-productif pour garder leur écoute et leur attention. Le mythe numéro 3, le mythe du monstre. Et donc là, les phrases qu'on entend, c'est « je n'y suis pour rien »,« les hommes violents sont des tarés et des monstres »,« tous les hommes ne sont pas violents »,« il y en a marre de la culpabilisation » ou alors « il était trop gentil » ou « il est trop beau pour être un violeur ». Donc le mythe du monstre, il s'appuie sur deux croyances, que la violence est perpétrée par des hommes violents, pulsionnels, donc des monstres en dehors de l'humanité, et que en fait, en tant qu'homme, on peut décider de sortir de ce système-là. Et donc, les croyances et ce que ça provoque, c'est j'ai rien à voir avec le problème, donc c'est le gros not all men, c'est pas moi, c'est les autres. Et finalement, en étant non violent, ça suffit, ça me permet de faire ma part, puisque finalement, je sors du lot en étant juste non violent. Alors, ce mythe du monstre, il se construit pas tout seul, hein, et il y a l'ensemble de la société qui expose les auteurs convaincus comme si c'était des monstres. Et alors là, on va passer un peu de temps sur un exercice assez classique sur le viol typique et toutes les croyances qu'on met derrière le viol typique. À savoir, le viol typique, c'est une femme dans un parking agressée par un inconnu, elle hurle, elle se débat, il y a de la violence physique, etc. Et on sait bien que c'est pas comme ça. Et donc, on va démonter un par un, dans cette phrase, tout est faux, en fait, et on va démonter un par un chacun des éléments de cette phrase, à chaque fois en y apportant des données.
Donc, par exemple, si on pense que les viols sont toujours commis sur les femmes adultes, bah, c'est pas vrai, puisque 60% des viols et tentatives de viol sont subis sont perpétrés sur des mineurs, par exemple. Je ne vais pas rentrer dans le détail, vous voyez la mécanique. C'est vraiment de les faire passer de ce dont tout le monde pense, ce que tout le monde pense être la vérité, à ce que disent les chiffres et les études. Donc ça, c'est assez efficace. Puis on aime bien cet exemple-là de Katniss, qui dit: «Je ne suis pas un homme violent», alors qu'il a admis avoir frappé sa compagne. Et ça, c'est intéressant de passer un peu de temps. C'est-à-dire comment on peut faire cohabiter une phrase où on dit qu'on n'est pas violent alors qu'on a admis l'avoir été. Et c'est qu'en fait, ce qui est important, c'est homme violent. C'est-à-dire que autant il admet de la violence, mais il refuse d'être catégorisé d'être rangé dans la catégorie des hommes violents. Et ça, c'est vraiment cette phrase, cette remarque est extrêmement typique et c'est typiquement ça qu'on va chercher à viser et à expliquer pourquoi on fait ça. Quel est notre objectif? En disant je ne suis pas un homme violent, on se met du bon côté. On dit bah, du coup, par reflet, je suis un mec bien. On pathologise. Ça, c'est très utile quand on veut ne pas trop se sentir responsable qu'on participe à un système global, de dire que bah, les hommes qui sont auteurs sont des malades mentaux. Parce que, bah, pareil, ça nous permet de sortir, nous, du sujet. Ensuite, ça permet d'individualiser le problème. Et ensuite, de le sous-traiter à des gens dont c'est le métier. Et ensuite, on se désolidarise alors même que les hommes violents nous sont utiles à tous. Donc là, on passe ça. Généralement, ça crée soit un peu de sidération, soit des discussions, même si on essaie de ne pas les avoir trop à ce moment-là pour pas couper notre film. Mais c'est pas pour rien qu'on termine sur ce mythe-là parce qu'il provoque pas mal de réactions. Et donc, comment on dynamite le mythe du monstre? Bah, on l'a vu, c'est vraiment important de comprendre que bah, y a pas les monstres d'un côté et les gentils de l'autre, qu'il y a un spectre de comportement entre effectivement les hommes très minoritaires qui passent à l'action, pas très minoritaires, pas tant que ça, mais quand même qui passent à l'action, qui exercent personnellement des violences, et tout le spectre des comportements d'évitement, de copinage, de soutien, etc., qui permet à ces hommes de continuer de sévir et surtout d'être impunis. En conclusion, on va les faire se livrer un exercice de dynamitage. C'est-à-dire qu'on a préparé des cartes, je les ai là. Donc c'est un jeu de cartes, il est un peu abîmé, mon jeu de cartes. Désolé Alban, il va falloir que tu me refasses un. Donc c'est des cartes, en fait ils en choisissent une au hasard. Et par exemple, les hommes ont des pulsions et des besoins. Ils l'adressent à quelqu'un, à un des participants, et le participant en face doit répondre. Et une fois qu'il a répondu, il prend une carte et ensuite il adresse la phrase au participant d'après. Donc ça leur permet de réviser un peu les éléments qu'on leur a passés. Et on va terminer cette partie sur un exercice où on va reparler des violences, mais là, cette fois-ci, on va les ranger par ordre de gravité. Alors, ordre de gravité vis-à-vis de la loi. Donc c'est le continuum féminicidaire assez classique, même si on rentre pas dans le détail de son fonctionnement. Et on va leur demander un petit exercice, c'est ces 5 catégories, on va leur demander de les classer en 2 catégories, de regrouper les catégories pour faire 2 catégories. Donc ils échangent pas mal, etc. Sachant que nous, on a une solution qui est là, c'est que finalement, il y a 2 catégories dans ces violences. Il y a les violences qui sont interdites, celles qui sont au-dessus de notre petit trait, et les violences qui sont tolérées. Parce que dans le cadre de l'entreprise comme ailleurs, il est toléré de faire des blagues sexistes, de faire des commentaires sur la tenue de ses collègues, etc. On sait que dès lors que c'est pas très loin du harcèlement, etc., mais ça reste toléré, ça reste dans le cadre de l'entreprise. Et il y a d'autres choses qui sont largement tolérées, qui sont l'ignorance du problème. Par exemple, le fait de pas du tout se renseigner, le fait de pas savoir ce qu'il en est, c'est parfaitement toléré. Et on va les encourager finalement en résumé de tout, c'est qu'en tant qu'alliés, ils peuvent, pour eux-mêmes et pour leur entourage, faire que tout ce qui est toléré par ailleurs soit interdit pour eux et pour leur entourage, en fonction de leurs moyens d'action dans leur entreprise, qu'ils soient simples collaborateurs ou patrons de la boîte.
Donc ça, c'est la posture d'allié. Et ensuite, on va essayer d'éclairer, pour un peu dépasser le cadre de l'entreprise, tous les espaces dans lesquels ils peuvent exercer cette posture d'allié. Parce qu'ils peuvent l'exercer dans l'entreprise, mais ils peuvent l'exercer dans leur maison, dans leurs cercles amicaux, dans la rue, dans l'espace public, dans l'associatif. Il y a plein d'espaces. Et dans l'entreprise qui est l'objet. Dans l'entreprise, il y a des chantiers, il y a plein de chantiers, la culture, la ségrégation, la qualité de vie au travail, la parentalité, le salaire, carrière. On passe très largement dessus parce que ça va être le sujet de la deuxième partie. Deuxième partie qui arrive à ce moment-là. Donc là, ça a duré 2 petites heures. Généralement, on arrive à le faire en 1h40, quelque chose comme ça. C'est très dense. On leur a donné beaucoup d'informations. C'est voulu. Évidemment, tout le monde ne va pas tout retenir. Mais c'est important qu'on balaye très largement toutes ces informations parce qu'on sait par expérience, nous individuellement ainsi que d'autres hommes avec qui on travaille, qu'il y a une information qui va ressortir pour chacun. Et on ne sait pas laquelle. On ne sait pas quel va être le déclencheur. On ne sait pas quelle va être la prise de conscience qui va fonctionner pour l'un et pour l'autre. D'où cette nécessité dans cette première partie de balayer très largement de façon à trouver la clé qui va ouvrir la bonne porte chez nos participants. Là, on a une pause. Ils ont bien besoin de ce repos. Et deuxième partie, c'est là que je passe la main à Alban qui va nous détailler le contenu de cette deuxième partie. Merci Sébastien. Ouais, donc je crois que tu peux passer la slide si tu veux. Donc la question qu'on va se poser à ce moment-là, c'est comment traduire tout le savoir qu'on a eu dans la première partie en action concrète. Donc normalement, ils ont compris que il y a un système auquel ils participent individuellement, malgré eux, ou parfois parce qu'ils n'ont pas bien compris les rouages. Et que ce système-là, il se matérialise et se manifeste à travers les comportements du quotidien. Donc, on l'a vu à travers la figure de la pyramide tout à l'heure, que ces comportements du quotidien sont la base de tout le reste. Donc ça, c'est le principe du continuum, c'est vraiment un élément théorique sur lequel on passe pas mal de temps dans la première partie et qui leur permet vraiment de comprendre comment le changement culturel en entreprise n'est pas simplement un lissage de fins ou le fait qu'on vienne les embêter sur des détails que seraient la parole ou les blagues, et bien au contraire, en fait, le terreau sur lequel se construit tout le reste. Donc là, on va se poser la question de comment agir au quotidien en entreprise pour être acteur du changement des comportements des hommes autour de soi. Donc voilà, la stratégie, c'est vraiment déjà de devenir un modèle en soi, c'est-à-dire arrêter d'avoir certains comportements et aussi agir en tant qu'influenceur vis-à-vis des autres hommes pour que ils ne se sentent plus légitimes de prononcer certaines phrases. Tu peux passer. Donc, on commence par un premier exercice pratique sur des cas pratiques. On va se poser la question de comment réagir de manière complexe à des situations sexistes. Donc, comment est-ce qu'on peut en fait réfléchir collectivement à ce que serait la bonne réponse à certains comportements. Donc, ça dure 50 minutes et c'est un moment d'action collective. On les divise en sous-groupes. On les divise en sous-groupes déjà pour créer en fait de l'intelligence collective, pour créer du lien entre eux. C'est important qu'ils associent au fait de travailler sur ce sujet-là quelque chose de positif, quelque chose à construire ensemble. Et donc là, en fait, on les divise en 4 sous-groupes et on leur donne des situations sexistes différentes. Donc ces situations, on les fait évoluer en fonction des groupes et des besoins et aussi des niveaux hiérarchiques, parce qu'en fait, en tant que membre de CODIR ou manager ou membre d'une équipe, on n'a pas forcément les mêmes leviers, donc c'est important de les considérer. Donc on leur transmet une situation par groupe, donc ce qui permet déjà de se concentrer sur une situation et puis ensuite de recevoir la réflexion des autres groupes sur d'autres situations. Donc, en fait, en un temps record, on a traité pas seulement une situation, mais 4 qui balayent tout un champ justement de comportements et de réactions potentielles. Donc, on leur donne 4 éléments. Tu peux passer, Sébastien. Ce premier élément, c'est une carte de mécanisme. Donc, en fait, c'est des choses qu'on a déjà vues en grande partie dans la première partie, mais qu'on leur donne et sur lesquelles ils peuvent s'appuyer pour leur analyse qui va suivre. Donc, on a des grands phénomènes qu'on voit souvent en entreprise, comme le mansplaining, le interrupting, tous les éléments culturels qui viennent banaliser, par exemple, l'objectivation du corps des femmes. Et puis, on va voir aussi le sexisme bienveillant, qui est souvent le plus minimisé, etc. Tu peux passer, Sébastien. Et donc, cette fiche-là va leur permettre de remplir cette première étape de leur travail, qui est le travail de qualification. Donc, l'idée, c'est qu'ils ont une situation. Donc, par exemple, là, on est en réunion de travail entre collègues et
Et Célia commence à s'exprimer et Cyril, pour la 3e fois de la réunion, lui coupe la parole pour expliquer son idée à sa place. Donc là, on a une situation assez classique de interrupting et de mansplaining. Et l'idée, c'est que, en fait, on va d'abord les interroger, non pas directement sur ce qu'ils pourraient faire, parce que souvent, c'est un comportement assez masculin de vouloir courir vers la solution concrète, vers l'action. Alors qu'en fait, il faut prendre le temps de comprendre. Donc là, on leur demande d'écrire comment ils sentent et d'expliquer les mécanismes à l'œuvre, donc à l'aide de ce qu'ils ont déjà vu avant et puis aussi à l'aide des mots, de la fiche qu'on leur a transmise. La 2e étape, c'est exemple. C'est important de leur demander comment ils sentent parce que souvent, ils se coupent de l'idée qu'ils peuvent mobiliser leurs émotions dans la gestion d'une situation. Donc, on leur demande d'évaluer les impacts parce que c'est souvent mal compris ou minimisé, parce qu'évidemment, on pense à l'impact sur la personne qui subit un comportement. On se pose moins souvent la question des impacts sur les personnes autour, impact sur leur vision de la boîte, de l'ambiance d'équipe, de leur envie de travailler au quotidien. Et puis aussi, du coup, l'impact sur la culture, sur le système duquel ils font partie. Donc, c'est important de matérialiser en fait, comment les comportements au quotidien ont un impact sur l'individu, l'interpersonnel et le collectif. Et voilà, c'est illustré. On voit qu'ils travaillent. On voit qu'ils travaillent, c'est super. Et ensuite, on leur propose de passer à l'action et de réfléchir à travers une liste de propositions à quelles seraient les meilleures choses à mettre en place. Donc là, il y a quelques pièges d'ailleurs dans la liste en général, il n'y a pas que des bonnes idées. Et l'idée, c'est vraiment de les faire se poser la question de différentes temporalités d'action et de différentes manières de réagir et de leurs conséquences. Souvent, ils se trompent d'ailleurs parce parfois, ils vont avoir des envies d'agir en chevalier blanc ou d'avoir une action qui, parfois, sur le moment, aura en fait des conséquences négatives, mais c'est là où c'est intéressant. Et c'est là où on va rentrer dans la complexité de, en fait, réagir, c'est pas seulement choisir qu'on va le faire, mais c'est aussi comprendre et se former à utiliser les bons mots et mettre en place les bonnes solutions. Je ne vais pas rentrer plus en détail que ça là-dessus, mais donc en fait, ce qu'on leur transmet, c'est pas seulement un cas pratique, c'est un processus de réaction. C'est pour vraiment les faire rentrer dans, les faire, disons, maturer une bonne posture vis-à-vis du sujet. Et donc, comprendre que, en fait, réagir à un comportement sexiste, ça peut pas être un protocole tout cuit à appliquer à chaque fois, mais c'est un travail qui a besoin d'intelligence et de compréhension du sujet, donc pour lequel ils ont besoin de se former. Et donc, c'est important de savoir nommer les choses pour pouvoir lutter contre. C'est important d'évaluer les impacts et comprendre en fait, que ça a aussi parfois un impact sur eux d'être témoins d'une situation, qu'ils ont le droit aussi de mobiliser ça dans leur réaction. Ils ont le droit de dire, moi, en fait, ce comportement-là, bon, il a peut-être un impact sur une tierce personne, mais moi, en tout cas, il ne va pas en termes de valeur, et donc, je ne veux pas cautionner ça. Et puis, ils ont le droit d'agir au nom du collectif. On leur rappelle aussi que ils ne vont pas devenir des encyclopédies ou des robots, donc en fait, parfois, ils ne sauront pas forcément dire la bonne réponse à une problématique, mais par contre, le plus important, c'est de passer à l'action, réagir, ne pas laisser passer, faire exister le sujet. C'est vraiment à ça qu'on les invite, c'est à commencer le chemin et à commencer à apprendre à réagir. En fait, c'est un moment où on leur transmet beaucoup de techniques, parce qu'en fait, ils auront des idées, il y aura des membres autour de la table qui auront des idées aussi. Donc, c'est là où c'est génial, c'est que c'est un moment très, très riche et qui leur permet non pas de recevoir une fiche de protocole d'action, mais au contraire de la construire eux-mêmes. Et donc, ça, c'est super important pour leur appropriation du sujet et pour leur envie de passer à l'action. Donc, c'est déjà un exercice d'entraînement parce qu'ils vont partager à tout le reste du groupe leurs idées, leurs propositions et s'entraîner à réagir. Et donc, c'est vraiment un moment qui est assez fort. D'ailleurs, en général, un des témoignages qu'on a après les ateliers, c'est en fait, on veut plus de cas pratiques, on veut s'entraîner, on veut continuer à apprendre dans ce mode-là. Voilà pour le premier cas pratique. Souvent, ça peut durer une bonne heure parce qu'en fait, c'est des moments d'échange très riches. Donc, ça prend une bonne moitié de la seconde partie de l'atelier. Ensuite, on leur fait faire un exercice un peu plus individuel pour les faire se reconnecter avec tout ce qu'ils ont appris et avec le premier exercice de passage à l'action qu'on a fait. Donc, on leur demande à quoi ils veulent s'engager. Donc, avec une fiche qui est la suivante, on leur demande de réfléchir à ce que pourrait être un petit pas pour eux par la suite, c'est un grand pas. Donc, par exemple, continuer à se cultiver, aller parler à quelqu'un du sujet, justement parce que ils n'ont pas su répondre à un moment donné ou réagir.
écouter un podcast, on avait plein d'idées. Et puis un plus grand pas, donc en fonction de leur position dans la boîte et de là où ils en sont par rapport au sujet, on leur propose de s'engager à mettre en place quelque chose. Donc pourquoi pas d'amener le sujet en réunion, d'aller se former, de mettre en place des temps d'échange sur le sujet ou quelles que soient les idées qu'ils ont eues pendant l'atelier. Et on leur demande du coup de s'engager aussi temporellement. Donc on a fait différentes formules. Parfois, en fait, on récupérait leurs fiches pour leur demander de prendre en photo, et puis on leur renvoyait quelques mois après pour voir ce qu'ils avaient réussi à mettre en place. Ou parfois, c'est eux qui la gardent et qui se responsabilisent. Ça dépend des fois. Je te laisse passer la suite. Et après cet exercice pratique, on fait un débrief, parce que c'est important qu'ils puissent se connecter avec ce qu'ils ont ressenti et qu'ils repartagent ce qui les a marqués. Ça fait un moment collectif assez fort. On a un temps d'évaluation pour avoir leur retour sur l'atelier. Et puis, on fait un travail de déclusion où on leur demande de partager ce qui les a marqués théoriquement, ce à quoi ils ont envie de repartir, ce qu'ils ont envie de mettre en place derrière. Et donc, ça permet de terminer l'atelier sur des passages à l'action. Donc, on leur transmet des ressources aussi à ce moment-là, parce que souvent, ils sont en demande pour creuser les sujets, notamment après toute la partie théorique qui débute l'atelier. Donc, on leur donne des podcasts, puis de toute façon, après, derrière, par mail, on leur envoie plein de ressources en général, et puis des rappels, des outils qu'ils peuvent mettre en place au quotidien pour lutter contre les discriminations et les propos sexistes. Et on est en train de préparer un petit leaflet plus synthétique et pour faire suite en fin d'atelier. Exactement. Je vais passer la parole du coup à notre formateur Piotr. Bonjour à toutes et à tous. Donc, de ces premières formations qu'on a eues, le taux de satisfaction des participants était de 94% et 92% recommanderaient d'atelier à un homme de leur entourage. Donc, c'est important dans une vision en fait de bouche à oreille qui soit virtuelle ou réelle. Mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de participants aux formations qui nous ont dit « Ah, moi, j'y suis allé parce que tel collègue m'en a parlé et que ça avait l'air trop bien. » Donc, c'est vraiment… ouais, Sébastien. Je vais ajouter le quote de la DRH d'Adidas qui dit qu'elle a 100% de taux de satisfaction dans les ateliers qu'on déploie chez elle et que c'est la seule formation qu'elle a déployée en interne, quel que soit le sujet, avec un tel niveau de satisfaction. Je suis trop fier de ce chiffre pour pas t'interrompre et te couper la parole pour le partager. En plus, tu y as participé puisque tu as animé des ateliers là-bas. Merci. Merci, c'est l'une des fois où interrompre vaut le coup. Moi, j'aimerais un tout petit peu parler effectivement de mon expérience parce que je ne suis pas à l'origine du projet MenAtWork, je suis venu en chemin. J'avais été sollicité par Sébastien pour voir si je pourrais potentiellement être formateur. Donc, c'est un processus. C'est aussi un entretien avec des questions très, très pointues où je n'étais pas toujours forcément bien à l'aise, qui m'a bien montré que j'avais des axes d'amélioration et des choses à voir plus en profondeur. Mais au moment où j'ai été accepté, où j'ai été pris, j'ai pu vraiment aller en douceur, d'abord en tant que participant sur des premières versions. Donc, c'était pas exactement ce que vous venez de voir ici. J'ai pu voir une seconde version, une troisième version. On est vraiment dans du test and learn et on essaye à chaque fois d'améliorer de plus en plus parce qu'on a des feedbacks, on n'est pas dans un truc vraiment dans quelque chose de complètement figé qui est arrêté. C'est vraiment vivant. Et pareil, au moment où il y a eu vraiment le premier atelier, donc j'ai participé en observateur, en prenant des notes pour essayer de voir comment est-ce que c'est animé, au niveau du timing aussi, comment le faire. Et sur la session suivante, j'ai co-animé la deuxième partie, où c'est plus des exercices pratiques, mais où il y a moins besoin en fait d'avoir une grosse charge de présentation.
pour ensuite animer de manière autonome sur la session suivante la deuxième partie. Et ensuite, avec Alban en soutien, j'ai pu faire la première partie et en co-animation de la seconde. Voilà, c'est vraiment progressif à chaque fois. Je vous en parle aussi parce que c'est un network, c'est aussi l'idée de pouvoir former des formateurs comme moi et de pouvoir en fait être de plus en plus autonome, même au sein de l'entreprise. La différence que moi j'ai eue, c'est que c'est vraiment pas de la sensibilisation. Moi, je fais de l'animation de cercles de parole pour hommes, par exemple, et c'est pas du tout la même chose. C'est vraiment complètement différent. On n'est pas, comme le disait Sébastien, dans une forme de complaisance par rapport aux hommes, où on n'est pas dans une logique justement d'écoute des doléances. Il y a d'autres cadres pour ça. Donc là, on est vraiment sur de la formation pure. Et ça, je l'ai vraiment pleinement ressenti. Et dans les faits, c'est un engagement qui est différent. Et au-delà de ça, effectivement, comme tu l'avais dit, Sébastien, j'ai eu la chance aussi de pouvoir animer en anglais. Donc, c'est vrai que ça rajoute une corde à notre arc, parce qu'il y a pas mal d'entreprises qui ont des salariés qui sont juste anglophones ou très peu francophones, et où, en fait, pour un atelier aussi complexe qui en fait, entraîne autant d'implications humaines, il y a quand même besoin de pouvoir être le plus à l'aise possible dans son élocution, dans son partage d'expérience. Parce qu'on a, pour vous dire, même on a eu une session en anglais où il y avait des Français qui voulaient participer parce qu'ils n'avaient pas réussi à aller sur une session francophone, et où, pour le coup, il nous a dit « Ah, j'aurais presque préféré quand même pouvoir le faire en français parce que c'est quelque chose où on va en profondeur. » Donc voilà, c'est super de pouvoir proposer les deux en entreprise s'il y a des personnes qui sont anglophones. Mais en tout cas, dans le côté processus de participants passifs jusqu'à observateurs, jusqu'à prise de notes, co-animateurs, animateurs, etc., c'est vraiment très fluide. Et en tout cas, moi, je me sentais vraiment bien entouré dans le fait de pouvoir le faire de manière autonome à terme. Voilà. On avait quelques verbatim. Voilà, je pense que nous ne parlons pas assez de ces sujets. Il y en a un autre qui a trouvé la démarche très pédagogique. On a aussi la qualité du contenu théorique qui est mise en avant, le fait de bien timeboxer les séquences, etc. Et voilà, formation pertinente avec exemples concrets et chiffres précis. Mettre des définitions précises sur des mots, ça revenait même pendant les premiers feedbacks qu'on a en milieu de première partie. Ça revenait beaucoup. Le fait d'engager, etc., c'était des choses qu'on faisait. Et enfin, voilà, merci beaucoup. C'était incroyable. Donc ça fait toujours plaisir, et de voir des vidéos, ce sera encore mieux. Voilà, merci beaucoup. Sébastien, Merci Piotr. Alors, promis, on a fait une sélection dans les feedbacks, mais on n'a pas enlevé les feedbacks négatifs parce qu'en fait, on n'en reçoit plus. Je ne dirais pas qu'au début, on n'a pas essuyé quelques plâtres, mais maintenant que l'atelier est bien rodé, on n'a pas encore retrouvé de feedback négatif suite à nos ateliers. En tout cas, merci Piotr, tu es le premier formateur formé, mais on commence à entamer la démarche avec d'autres. Et puis surtout, on en parle à nos clients, et on a de plus en plus de clients qui sont intéressés pour former des formateurs en interne de façon à prendre de l'autonomie là-dessus. On en a fini de notre côté pour la présentation, et on est à votre disposition pour répondre aux questions.